Merci Vincent pour l'introduction, merci de m'avoir invité. C'est surtout moi qui ai la chance, comme vous le voyez là, d'être le leader de la task force des guidelines au réseau européen ERCnet. Et qui a également été pendant 2 ans la chair des guidelines en fait, de l'IPNA, de la Société internationale de néphrologie pédiatrique. Et ce n'est pas des positions qu'on garde avec les pieds dans le marbre, c'est des positions qui tournent tous les 2 ans pour l'IPNA et puis peut-être tous les 3 ans pour ERCnet. Et j'encourage vraiment tous les collègues à candidater pour ces positions parce que ça permet vraiment de rencontrer plein de gens. C'est un travail très prenant qui prend plusieurs heures par semaine, voire plusieurs demi-journées par semaine, mais qui est extrêmement enrichissant dans tout ce qu'on a de collaboration avec les collègues et surtout de pouvoir, dans ces maladies rares où il n'y a pas toujours de données de la littérature de bon niveau de preuve, transmettre ce qu'on a reçu de nos anciens et ce qui n'est pas forcément toujours considéré dans les autres centres. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu toutes les guidelines qui ont déjà été publiées depuis 2019 par le réseau européen ERCnet en collaboration avec d'autres réseaux et par l'IPNA. Et je n'ai pas mis les CADIGO là-dedans, mais il y a aussi les CADIGO. Et vous voyez que ça tout a été publié dans des vraiment très très bonnes revues. Alors pour l'IPNA, comme c'est l'IPNA qui finance, on doit publier dans Pediatric Nephrology aussi pour soutenir le journal et son impact factor. Et vous allez voir que beaucoup des médecins de la filière orchide et de ces centres de référence participent activement à la rédaction de ces guidelines. Donc ça, c'est celles qui sont en cours de développement actuellement. Donc vous voyez que ça reste une activité vraiment très importante. Donc moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous faire un bref résumé des 4 guidelines qui ont été publiées en 2022 sur des sujets très variés. Donc la première guideline, c'est une guideline transversale sur comment on prescrit et on rend les tests génétiques. Et alors vous voyez pour Orchid qu'ont participé à cette guideline Corinne Antignac, Laurent Cédé et Rosa Vargas donc de Marea. Et alors, donc ça a été publié dans NDT, et donc ce que cette guidelines rappelle, c'est que maintenant, avec le séquençage à haut débit, comme nous l'a montré Yanis tout à l'heure, on peut identifier la cause de l'insuffisance rénale chronique chez environ 30% des enfants, et un tout petit peu moins chez les adultes, qu'il y a plus de 400 gènes impliqués dans ces maladies rénales chroniques, et que le taux de rendement des analyses génétiques dépend de la maladie ou du phénotype, puisqu'elle est plutôt de 60 à 80% dans le syndrome d'Alport et 2/3 dans les tubulopathies. Ce qu'on montre aussi, c'est que, comme vous le savez, hein, c'est toujours compliqué pour les généticiens de savoir si le variant identifié est pathogène ou pas et s'il est responsable de la pathologie ou pas. Et du coup, pour ça, ils vont se baser sur la fréquence du variant dans la population spécifique du patient, avec des fréquences qui peuvent être différentes selon l'ethnie, une prédiction in silico de l'effet que le variant va avoir sur la structure de la protéine, par exemple, et puis savoir si le variant s'égrège bien dans la famille, dans l'arbre généalogique. Et donc, bien sûr, on rappelle que tout ça, c'est une approche multidisciplinaire avec des généticiens cliniciens, des généticiens du laboratoire et des néphrologues, et qu'on a la chance, nous, au sein d'Orchid, d'avoir la conjonction de tous ces spécialistes, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans des grands centres américains, pour ne citer que. Et puis évidemment, si on identifie un variant potentiellement en cause, il faut pouvoir le rendre aux patients. Donc, comme on en a déjà discuté un peu ce matin, en fait, il y a différents tests possibles et tous n'ont pas les mêmes indications. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a l'exome, le génome que ça va être le bon test à prescrire dans toutes les maladies rénales. Et alors, donc, ce qui rappelle, c'est que le séquençage classique de Sanger peut être encore la bonne technique pour certaines maladies dans lesquelles il n'y a pas beaucoup d'hétérogénéité génétique, c'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 ou 3 gènes seulement en cause. Et c'est le cas, par exemple, de la maladie de Fabry ou de la cystinose ou du Dennis-Drash. Et puis, il y a des techniques qui sont nécessaires pour les copy number variation, donc les insertions, délétions, duplications, et qui sont la CGH ou SNP-array et la MLPA, parce que les autres techniques identifient très mal ces variants-là. Et ça, c'est le cas dans les CACU, dans le CHU atypique et dans la néphronophthise. Et puis, donc ensuite, il y a le séquençage à haut débit, donc soit le séquençage d'exome, soit
les panels. Et on a vu que le panel pouvait avoir encore son utilité avec MUC1 tout à l'heure par rapport au séquençage d'exomes. Et ça, donc, ce sont des techniques qui sont intéressantes quand il y a beaucoup de gènes en cause, par exemple dans le syndrome néphrotique cortico-résistant, ou quand on a des phénotypes chevauchants comme des tubulopathies, ou encore quand c'est des gènes de voies communes comme dans les maladies du complément. Et puis donc l'exome, alors vous savez ce qu'ils font aussi les généticiens, c'est qu'ils peuvent faire un exome mais ne regarder que les gènes d'intérêt et pas regarder le reste pour éviter, on en parlera, les découvertes de variants qui n'ont rien à voir. Et puis donc le séquençage d'exomes garde toute sa place, comme le montrait Yanis tout à l'heure, dans l'insuffisance rénale chronique inexpliquée, quand on n'a pas pu bien phénotyper le patient ou qu'on le découvre déjà à un stade avancé, ou si on n'a pas trouvé le variant en cause après un premier panel. Et puis le séquençage de génome, donc Sequoia Auragène, qui reste pour l'instant du domaine de la recherche, en dehors peut-être de la polykystose distille. Donc voilà, et ça c'était une question de Denis tout à l'heure. Est-ce que encore maintenant on peut avoir des rendus négatifs alors même qu'on connaît les gènes? Ben oui, il y a encore ces techniques peuvent entraîner des faux négatifs. Pourquoi ? Déjà, avec les panels, il peut y avoir des phénocopies, c'est-à-dire, comme a montré tout à l'heure Guillaume, on peut avoir un patient pour lequel on a l'impression qu'il a un variant HNF1 bêta, et en fait, c'est MUC1, donc une néphropathie tubulaire interstitielle chronique, où on pense que c'est une polykystose dominante parce qu'il a des kystes, et en fait, c'est MUC1. Et donc, si on ne teste pas le bon gène, mais évidemment, on peut avoir un faux négatif. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est qu'il y a encore des gènes inconnus qui ne sont donc pas sur les panels et qu'on peut manquer. Et puis on a vu techniquement, les copy number variations peuvent ne pas être identifiées avec les panels et l'exome, et donc il faut faire des techniques spécifiques. Et puis c'est aussi des techniques qui ne marchent pas bien sur les régions riches en ILO-GC, notamment dans l'Alport et la polykystose dominante. Et puis il y a encore des variants dans les régions non codantes qui ne sont donc pas détectés par les panels ou l'exome, puisque ces techniques ne séquencent que les exomes. Et donc ça, c'est le cas par exemple avec des GKE dans le CHU atypique ou les défauts d'empreinte génétique comme dans le syndrome de Wiedemann-Beckwith. Et ensuite, il nous rappelle les recommandations que nous, on doit faire cliniciens quand on prescrit un test génétique et quand on rend les résultats aux patients. Donc d'abord, pour demander un test génétique, il faut le demander pour les patients symptomatiques pour faire le diagnostic et après les avoir bien informés. Quand ces tests, par exemple, sont des tests de panel ou d'exome et qu'on peut identifier des variants qui n'ont rien à voir, il faut réfléchir quand même à l'envoyer à un généticien ou en tout cas faire un conseil génétique pré-test dont on va parler après pour leur expliquer les implications de ces résultats. Bien sûr, envoyer une information phénotypique détaillée pour les généticiens pour qu'ils puissent voir si les variants identifiés sont responsables du phénotype ou pas avec un arbre généalogique. Et puis, pour les tests présymptomatiques dans des familles où le patient n'est pas encore symptomatique mais est à risque, il faut vraiment que ce soit réservé par une équipe de généticiens cliniques et seulement après un conseil génétique adapté et un parcours de suivi psychologique. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit dire à nos patients avant de prescrire le test ? C'est qu'il faut leur dire que c'est long et que ça va pas forcément, qu'on va pas forcément trouver un diagnostic avec ce test génétique. Et puis, il faut leur dire qu'on peut trouver un variant, mais pas savoir s'il est la cause de la maladie ou pas. C'est ces variants de signification inconnue. Et donc, ne pas savoir vraiment informer plus les patients que ça. Et qu'on peut trouver donc, ces variants incidents, ces incidental findings, qui n'ont rien à voir avec la pathologie, par exemple un facteur de risque de cancer ou d'Alzheimer, et que cela peut avoir des implications sur le patient et sur sa famille. Et donc bien leur rappeler qu'ils ont le droit de ne pas vouloir recevoir ces informations. Donc c'est vrai que maintenant dans les consentements, il y a plusieurs cases et ils peuvent dire que si on identifie un variant qui n'a rien à voir, ils ne veulent pas le savoir. Bien leur dire que l'identification de ce variant peut avoir des implications thérapeutiques ou pronostiques ou pas.
Et voilà, et bien leur dire. Et qu'à l'inverse, il peut y avoir des conséquences psychosociales et sur les assurances. Et vous imaginez bien, quand vous envoyez un dossier d'assurance pour un prêt, si vous dites j'ai 2-3 kystes, le médecin de l'assurance va peut-être pas s'en inquiéter, mais si vous dites j'ai une polykystose dominante avec mutation troncante, bah là, il va peut-être pas vouloir vous assurer avec des surprimes, et ce qui peut être compliqué. Donc ça, c'est vraiment important de les en informer. Et puis après le test, si on a identifié un variant pathogène, il faut bien informer sur la pathologie, sur le pronostic, les corrélations phénotype-génotype si on a, le traitement spécifique s'il y en a, et les potentiels essais cliniques. Mentionner bien sûr les associations de patients qui peuvent aider pour la prise en charge de ces patients. Et puis proposer donc une consultation avec un généticien ou un conseiller en génétique pour discuter du risque de récurrence dans la famille, sur les autres enfants, et ce qu'il faut faire pour les membres de la famille et le conseil génétique prénatal. Et puis enfin, donc, leur dire tout ce que ça peut impliquer pour les membres de leur famille, les encourager à partager l'information, et voilà, en cas de variant de signification inconnue, voir comment on peut poursuivre les investigations pour répondre à la question. Donc voilà pour la génétique. Ensuite, il y a une deuxième guideline qui était très intéressante aussi sur les obstructions, les uropathies obstructives anténatales, donc les LUTO, qui sont les valves de l'urètre postérieure et les atrésies urétrales. Et là, c'est Stéphane de Kramer qui a participé pour SORAR. Donc, on rappelle dans ce papier publié dans, je crois que c'était Nature Reviews Urology, voilà, que ça concerne quand même 2 à 3 pour 10 000 fœtus, donc une maladie rare mais qui existe, qu'il peut y avoir une hypoplasie rénale associée soit secondaire à l'obstruction, soit liée à des facteurs génétiques communs, qui a bien sûr un fort risque d'hypoplasie pulmonaire liée à l'oligoamniose ou à l'anamniose, et que chez les enfants qui survivent, il y en a quand même un tiers qui ont un risque d'insuffisance rénale terminale. Donc ce guidelines établit vraiment les valeurs de la dilatation pelvienne au-delà desquelles le diagnostic d'uropathie obstructive basse est très fortement suspecté. Donc c'est rappelé là en fonction des semaines de grossesse, ou à considérer en association avec un autre signe d'uropathie obstructive. Et puis, il rappelle qu'en cas de suspicion d'uropathie obstructive prénatale, il faut également qu'il y ait une mégavessie avec un diamètre de plus de 7 mm, et qu'un diamètre de plus de 15 mm est très, très fortement suggestif de la pathologie. Et qu'en cas de mégavessie, après, il faut dérouler l'arbre décisionnel pour rechercher les causes de mégavessie prénatale. Et puis, pour estimer le risque de décès fœtal ou néonatal, on peut se baser quand même sur la présence ou non d'un oligohydramnios ou d'un anamnios avant 20 semaines de grossesse, puisqu'il y a le risque d'hypoplasie pulmonaire. En revanche, il n'y a aucun prédicteur fiable de la fonction rénale en anténatal, ni le volume amniotique, ni l'écogénicité des reins, ni les biomarqueurs fœtaux. Et donc, des scores de prédiction sont nécessaires, et pour l'instant, on ne peut pas formellement informer la famille du risque d'insuffisance rénale chez leur bébé. Donc, il faut que ces enfants soient suivis dans un centre multidisciplinaire expert, et dans lequel on peut leur proposer, dans des cas sélectionnés, un shunt vésico-amniotique pour améliorer le pronostic, tout en informant bien les parents qu'il y a un risque résiduel de mortalité et d'insuffisance rénale malgré le shunt. Le troisième guidelines qui était publié cette année, c'était une sur l'utilisation du tolvaptan dans la polykystose dominante. Et là, vous voyez qu'ont participé Émilie Cornec-Legal et Aude Servet pour Marea. Voilà. Et donc, vous savez que le tolvaptan, c'est un antagoniste du récepteur V2 de la vasopressine, qu'on peut utiliser dans la polykystose depuis 2015, après des études prospectives ouvertes, TEMPO, puis un essai randomisé contrôlé reprise, qui a montré qu'il y avait un bénéfice sur le ralentissement de la progression de l'insuffisance rénale chronique dans la polykystose dominante, notamment chez les progresseurs rapides, et on va pouvoir en discuter, et que l'effet secondaire
principal, c'est une polyurie qui est nécessaire pour l'action du médicament et qui peut ne pas être toujours très bien tolérée, mais pas d'autres effets secondaires a priori. Et donc, ils ont établi un bel arbre décisionnel sur la prescription du tolvaptan dans la polykystose dominante. Donc, chez les patients, pour l'instant, adultes, il y a des essais en cours chez l'enfant, mais dont on n'a pas les résultats, avec un DFG préservé au-delà de 25, qui ont une évolution rapide de la maladie rénale chronique. Et pour ça, ils utilisent la classification de la Mayo Clinic ou le score PRO-PKD. Et donc, pour les pédiatres comme moi, peut-être qui ne sont pas très à l'aise avec ces classifications, donc le score de la Mayo Clinic, c'est un score qui regarde le volume total du rein en fonction de la taille du patient. Et donc, ce sont les classes de 1C, 1D et 1E qui peuvent être traités par tolvaptan, puisque ce sont ceux qui ont le plus grand risque d'insuffisance rénale terminale. Et pour le score PRO-PKD, là, c'est plus des critères cliniques, donc le fait d'être un homme, d'avoir une hypertension précoce, d'avoir des kystes symptomatiques, et puis les variants tronquants. Et donc, si votre score est supérieur à 6, vous voyez que vous avez un âge médian à l'insuffisance rénale terminale de 49 ans contre 57 et 70 pour les bas risques. Et donc, c'est ceux-ci qui sont dans l'indication de traitement du tolvaptan. Et pas donc les progresseurs lents qui n'auraient pas ces critères-là. Alors, ce qu'on rappelle, c'est que ce traitement doit être arrêté en cas de déshydratation, de diarrhée, etc., parce que ça peut majorer le risque d'insuffisance rénale aiguë, et que malgré tout, il y a encore une grande place aux mesures conservatrices, comme un régime peu salé en dessous de 5 grammes par jour, boire beaucoup d'eau, 3 à 4 litres, de toute façon, avec la polyurie, c'est nécessaire, et que le traitement doit être arrêté quand on approche l'insuffisance rénale terminale. On rappelle aussi que l'initiation du traitement entraîne en général une diminution du DFG de 3 à 9% qui doit être tolérée à cause d'effets hémodynamiques réversibles. Et que selon cet article, il y a environ 28% des patients qui donc rentreraient dans les critères de traitement en utilisant cet algorithme, après donc un conseil des patients et une décision partagée. Et enfin, donc, le dernier paru, la guideline sur le syndrome néphrotique corticosensible de l'enfant. Et donc, c'est moi qui ai participé pour le centre de référence SNI. Donc, je ne vais pas pouvoir vous parler de tout, mais je voulais juste vous dire que donc on a fait cet algorithme de prise en charge diagnostique pour rappeler qu'avant 3 mois, la prévalence du syndrome néphrotique corticosensible est très faible, que pour le test, on va faire surtout des tests génétiques et pas forcément de biopsie rénale avant les résultats de génétique, et puis on va traiter en suivant les guidelines du syndrome néphrotique congénital, qu'après l'âge de 3 mois, on ne va pas non plus forcément biopsier, sauf en cas d'atypie dans le syndrome néphrotique, c'est-à-dire en cas d'hématurie macroscopique, de C3 bas, d'insuffisance rénale organique, d'hypertension soutenue ou de signes extra-rénaux qui suggèrent une glomérulonéphrite. Et ça, c'était surtout après un travail de Claire Dossier à publier bientôt, qui montrait que quand on avait vraiment un syndrome néphrotique pur typique, les anomalies histologiques étaient quasiment toujours des lésions glomérulaires minimes ou de l'HSF, donc il n'y avait pas besoin de faire de biopsie rénale. Et puis alors, alors là, c'est plus compliqué. Donc, pour l'enfant entre 1 et 12 ans, on ne fait pas de biopsie particulière et on commence le traitement. Et donc, le traitement, c'est ce que nous, on faisait déjà, c'est-à-dire prednisone ou prednisolone, 60 mg par mètre carré par jour, maximum 60 mg par dose pendant 4 semaines. Pour les enfants de plus de 12 ans, grâce au travail de Claire, on a pu dire que finalement, il était licite de ne pas faire de biopsie rénale et de commencer par un test thérapeutique à la prednisone s'il n'y avait pas d'atypie. Mais bon, comment dire, il peut être licite, plus l'enfant a un âge adulte, de faire une biopsie rénale, comme c'est le cas chez les adultes. Et par contre, entre 3 et 12 mois, il n'y a vraiment aucune littérature. Enfin, il y a des travaux de Jean-Marie de Guilbon qu'on aimerait bien voir publiés, qui sont intéressants dans cette population. Mais donc, comme on ne pouvait pas vraiment répondre, on a dit qu'on pouvait faire soit des tests génétiques, soit une biopsie, soit un test thérapeutique à la prednisone.
Ensuite, vous savez, on avait déjà établi dans la guideline sur le syndrome néphrotique cortico-résistant que donc on définit la cortico-résistance par la corticosensibilité par une rémission complète après 4 semaines de traitement par prednisone à bonne dose. Et en revanche, si l'enfant n'est pas en rémission complète, s'il y a une rémission partielle, on passe dans une période de confirmation de 2 semaines pendant laquelle on peut faire un peu ce qu'on veut, soit des bolus comme nous on a toujours fait pour la SNP, soit poursuivre la corticothérapie orale pendant 2 semaines, ce qui était fait par l'ISK d'ici, soit donner des IEC le temps d'avoir les résultats de la biopsie rénale et de l'analyse génétique, ce qui est fait par exemple en Allemagne. Et puis on réévalue à 6 semaines. Si là l'enfant à 6 semaines après les bolus, par exemple, est en rémission complète, il est corticosensible tardif et doit être traité comme un corticosensible. En revanche, s'il n'est toujours pas en rémission complète, il doit être pris en charge comme un syndrome néphrotique cortico-résistant. Et donc ça, juste pour terminer, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Une fois que l'enfant a été mis en rémission, on a arrêté la corticothérapie. Donc vous savez que maintenant, le nouveau protocole SNP, c'est 4 semaines à 60 mg/m² jour, puis 4 semaines à 40 mg/m² un jour sur 2 et stop. Et donc, il y en a quand même 20 à 30% qui rechutent jamais. Et pour ceux qui rechutent, ce qu'on a établi avec les études qui ont été publiées, c'est qu'il faut recommencer la corticothérapie à 60 mg/m² jour jusqu'à 3 jours après la rémission, puis 40 mg/m² un jour sur 2 pendant 4 semaines, et en fait, sans décroissance, que la décroissance n'a pas d'utilité ni pour prévenir les rechutes successives, ni pour prévenir l'insuffisance surrénalienne aiguë. Et même, il y a une étude indienne qui a été designée pour rechercher la non-infériorité. Donc, ils n'ont pas réussi à prouver la non-infériorité, mais ils ont montré l'équivalence entre 2 semaines et 4 semaines de corticothérapie alterne à 40 mg/m² un jour sur 2 après la rémission. Et donc, moi, pour ma part, c'est ce que je fais maintenant. Donc, je ne fais plus que 2 semaines de corticothérapie après la rémission en cas de rechute. Et puis donc, il y a des patients qui ne rechuteront jamais après leur première rechute, d'autres qui auront des rechutes peu fréquentes. Et à ce moment-là, on recommencera la corticothérapie courte à chaque fois. Et puis, il y a des patients qui vont être à rechute fréquente ou corticodépendants. Donc, la définition de la rechute fréquente, elle a été un petit peu modifiée. C'est plus de 2 rechutes en 6 mois ou plus de 3 rechutes en 12 mois. Et avant, c'était 4. Et en fait, on a modifié cette définition parce que globalement, tout le monde s'accordait à dire qu'on n'allait pas attendre 4 rechutes pour instaurer un traitement d'épargne cortisonique. Et du coup, on a changé la définition pour 3 rechutes. Donc, chez les rechuteurs fréquents, on peut faire soit un traitement d'épargne cortisonique d'emblée, soit, notamment dans les pays qui n'y ont pas accès, une corticothérapie alterne prolongée. Et puis, chez les corticodépendants, donc plus de 2 rechutes sous traitement consécutives ou dans les 14 jours après son arrêt, ou les patients qui continuent de rechuter sous traitement ou ceux qui sont hospitalisés pour rechute, à ce moment-là, c'est une indication de traitement d'épargne cortisonique de première ligne. Et là, comme il n'y a pas d'essai randomisé comparant drogue à drogue les différents traitements, on a dit qu'on pouvait utiliser tous ces traitements-là, c'est-à-dire le lévamisole, le Celcept, les anticalcinurines ou l'endoxan. Et on a déterminé en France et en Europe que nous, on se baserait surtout sur le profil de sécurité chez les enfants, en proposant plutôt d'abord lévamisole ou Celcept, anticalcinurine en deuxième ligne, l'endoxan plus tellement en France, a priori. Et en revanche, comme on discutait tout à l'heure avec Denis, le rituximab en deuxième ligne, après échec d'un ou plusieurs des traitements ci-dessus à cause des risques d'hypogammaglobulinémie, de neutropénie et d'infection sévère. Et puis enfin, lorsque l'enfant est en rémission soutenue pour plus d'1 an, eh bien on peut diminuer et arrêter ces traitements d'épargne cortisonique et voir ce qui se passe. Et enfin, pour terminer brièvement, je voulais juste vous rappeler la méthodologie de développement de ces guidelines, qui est un peu différente de nos PNDS, et on pourra en reparler cet après-midi, mais qui est vraiment validée à l'international, c'est-à-dire qu'on utilise la méthode de GRADE, c'est-à-dire qu'on définit des questions PICO, avant qu'une équipe de méthodologistes fasse une revue vraiment systématique de la littérature et prépare ces tableaux de synthèse de la littérature qui faisait, par exemple, pour le syndrome néphrotique
article plus de 100 pages. Et en fait, les experts qui rédigent les recommandations doivent avoir au minimum lu tous ces tableaux avant de pouvoir réfléchir et formuler les recommandations, et au mieux, pour les sous-parties dont ils s'occupent, les articles complets. Et c'est seulement après avoir lu tout ça qu'on fait des meetings virtuels ou en face-à-face pour se mettre d'accord sur les recommandations basées sur l'évidence, quand il y en a, ou en tout cas sur les cohortes quand il n'y en a pas. Et puis ensuite, le groupe rédige les recommandations, les envoie à des experts qui les relisent, et puis après, à plus d'experts pour voter selon la méthode Delphi. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, et je peux prendre des questions. Merci beaucoup Olivia. Est-ce que vous avez des questions? On a beaucoup de chance donc d'avoir Olivia effectivement qui participe et qui nous fait un rapport un peu de tout ce qui est fait. Puis ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir le dynamisme des équipes françaises, parce qu'effectivement, à chacune de ces recommandations, on voit quand même qu'il y a des auteurs français. Alors même s'ils ne nous incluent pas beaucoup dans les protocoles, force est de constater quand même que quand il y a des recommandations, on est plutôt en bonne position sur les papiers. On a le temps pour une ou deux questions. Tony, oui. Une question, c'était par rapport à tes recommandations sur la prescription d'examens génétiques. La problématique des conséquences sociales et en termes d'assurance, est-ce qu'on est vraiment assez précis, en particulier si les patients cochent la case « je souhaite avoir des résultats non attendus ». Je veux dire, on va me dire que j'ai une susceptibilité à telle ou telle pathologie. Est-ce qu'on peut espérer des évolutions au niveau assurantiel, par exemple? C'est un point qui est... Je pense que je vais laisser Laurence répondre. On peut les craindre, ces évolutions, je pense, puisque actuellement il y a ce qu'on appelle un moratoire et que ça sera certainement revisité. Alors, j'ai pas d'agenda en tête. Et l'autre élément, c'est que, alors, en France, c'est un petit peu compliqué cette histoire de découverte incidente, puisqu'on a découvert que nos pratiques étaient illégales au moment où on a fait les consentements pour le plan France Médecine Génomique, puisqu'on n'a finalement pas le droit, selon le code civil, enfin selon un code, de demander à un patient s'il veut savoir à l'avance quelque chose dont on n'a pas le droit en fait de poser cette question au patient. En France, de dire est-ce que vous voulez, si on trouve quelque chose qui n'a rien à voir avec l'objet de la prescription, est-ce que vous voulez en être informé? Poser cette question est actuellement illégal. Ensuite, il y a eu les lois de bioéthique là, récentes qui vont nous autoriser à le faire, mais les décrets ne sont pas encore sortis. Donc nous sommes tous en train de pratiquer des choses tout à fait illégales en faisant cocher cette case dans les consentements. Mais dès que les décrets vont sortir, ça va s'arranger. Bon, on va peut-être pas être poursuivi, et il n'empêche qu'il faut le faire. Poursuivre les recommandations. C'est une question